Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint, Jean-Bernard Bikim. Vous êtes le président du think tank Alpha, Alliance Alternative Africaine pour l'accompagnement. Merci. Merci de m'avoir rejoint pour cette émission consacrée au Zimbabwe. Mes deux invités sont restés avec moi. Salif Kone, expert en sécurité et défense, et Jean-Paul Syriac Semaporo, membre de la société civile centrafricaine. Merci à vous deux également. D'où vient véritablement la crise qui secoue le Zimbabwe et qui semble coûter le pouvoir au président Robert Mugabe? On écoute à ce propos le politologue Achille Mbembe. On en parle après. Je crois que les militaires agissent d'abord pour leur propre compte, pour assurer la pérennité des intérêts qui sont les leurs. S'il arrive que Mnangagwa soit celui qui les assure le mieux, ils vont sans doute le soutenir. Et donc, la question est celle de savoir si l'armée peut rallier autour d'elle suffisamment de soutien pour que soient dépassées les divisions et la fragmentation qui ont prévalu au cours des dernières années. Jean-Bernard Bikim, on peut s'étonner que le président Robert Mugabe, après 37 ans au pouvoir, n'ait pas la maîtrise totale de son armée, non? Alors, nous avons là un élément central qui vous a échappé sur la première partie. Nous sommes face à une tension géopolitique, géostratégique, géoéconomique. Je m'explique. Très rapidement, s'il vous plaît. Le Zimbabwe, de par son histoire très mouvementée, s'est constitué en un îlot anti-occidental. Et dans cette posture-là, il a dû construire deux axes importants pour préserver son autonomie et ses marges de manœuvre en se rapprochant et en se diluant avec l'Afrique du Sud, et d'autre part en déployant des stratégies pour échapper à l'étau occidental. Et l'étau occidental étant quoi? Étant les fameux dons, les fameuses aides financières et surtout le fameux conflit sous-jacent à la distribution des terres. Là, nous avons trois clans qui s'entretuent. Le premier clan. Entretuent. Oui, non, ils s'entretuent. Politiquement. Ils s'entretuent politiquement. Vous avez une génération de quadras qui se sert de Grace Mugabe comme cheval de Troie pour changer, pas de paradigme, mais changer la vision du pays. Aujourd'hui, le Zimbabwe est resté ancré dans l'histoire de lutte de la libération, d'une part. Et d'autre part, vous avez une nouvelle génération qui se dit, de toute façon, il va bien falloir à un moment donné aller au-delà. Mais seuls les moyens pour y parvenir génèrent l'attention à laquelle nous assistons aujourd'hui. Sur le fond, s'il vous plaît. Sur le fond, il y a un consensus sur Mugabe, c'est la figure titulaire du pays, que ce soit les membres de l'opposition, que ce soit les factions qui se battent en ce moment. Il n'est pas question de toucher. Par contre, il y a une lutte terrible entre Mnangagwa, l'ex-vice-président, le désormais ex-vice-président, justement, et Grace Mugabe sur la prise de contrôle totale en termes d'influence, en termes politiques, en termes économiques, pour étendre sur l'ensemble du pays une position hégémonique qui s'appliquera à tout le monde. Or, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire deux choses. Nous balayons ce qui fait du Zimbabwe ce qu'il est aujourd'hui. Tout à fait. Et d'autre part, nous remplaçons les alliances qui existent, donc la Chine d'un côté, l'Afrique du Sud de l'autre, sans compter Angola, pour rebasculer dans le camp occidental. Ça suppose quoi? Que le président Robert Mugabe a mal arbitré finalement ces contradictions autour de lui? Mugabe, n'oublions pas que Grace Mugabe était sa secrétaire. Oui, elle lui travaille au corps, mystiquement, spirituellement, ésotériquement, depuis des années. D'accord. Depuis des années. Moi, je ne sais pas. Mugabe est un animal politique qui a été infantilisé par la chose africaine et par la chose mystique européenne, à tel point qu'aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. Et c'est justement ce qu'il fallait neutraliser. Monsieur Semaporo, effectivement, on l'a vu, la crise ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé
pour parler d'un fait plus récent avec le limogeage, n'est-ce pas, de Joyce Mojoro, qui était l'ex-vice-présidente et qui ne s'entendait pas du tout avec la femme du président, Grace Mugabe. Elle a réussi à la faire virer. Elle a réussi à faire virer le vice-président Emmerson Mnangagwa. On va dire quoi? Que le président écoute un peu trop son épouse, qui n'a pas su arbitrer ses contradictions autour de lui. Il n'a pas su effectivement arbitrer ses contradictions en tant que tel. Mais néanmoins, le président, faisant confiance aux gens qui sont autour de lui, a perdu la main sur l'étendue du territoire, sur tout le pays, sur la machine de l'État. En fait, il a une confiance en lui et en ses poches, en ses compagnons de lutte, qui l'ont toujours encadré, accompagné, parce qu'ils sont un groupe de personnes qui ont milité et qui sont toujours là aux affaires. Et puis voilà, comme l'a dit tout à l'heure mon frère qui vient de sortir, mais le fait de penser peut-être leur faire confiance à un tel point et de ne pas avoir la possibilité d'avoir une prise de vue sur ce que c'est l'armée, la sécurité et tout ce qui touche au pays a fait qu'il a baissé la garde. Et derrière lui, comme le disait monsieur, sa femme qui travaillait au corps, qui monte le G40 et qui place des proches dans le gouvernement, qui essaie d'avoir une mainmise sur presque toute la machine, avoir des complices au niveau de l'armée aussi, certainement, parce que c'est au niveau de l'armée qu'on l'a prévenue, elle, à temps pour qu'elle puisse s'éclipser. Non, elle ne s'est pas éclipsée vraiment. En tout cas, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Il semblerait qu'elle n'est pas passée. Jusque-là, on n'a pas montré dans les négociations, on ne l'a pas montré. On a montré les gens qui sont là, mais on n'a pas parlé d'elle en tant que telle. Mais c'est pour dire que la machine a été tellement bien huilée. Le vieux n'a rien vu venir. Au niveau de la sécurité rapprochée, il doit quand même avoir une chaîne de commandement qui puisse savoir anticiper sur les mouvements. Dès lors où le chef d'état-major a fait l'annonce, mais il devait prendre des dispositions. Mais vous avez vu que rien ne s'est fait en tant que tel, et ils se sont vus un jour encadrés, et sans effusion de sang, on en est arrivé à cela qui sont mis en demeure. C'est toutes ces approches-là qui font que non, il n'arrive pas à tenir, il n'a plus la possibilité de gérer. Alors, ils le mettent là, il l'accompagne tout doucement vers la porte de sortie en tant que tel. Il souhaiterait même qu'il puisse partir de lui-même, mais il résiste. Il a trop envie de mourir en place. Et voilà, il faut comprendre ça comme ça. Très rapidement, M. Koné, vous êtes expert en sécurité et défense. Quand on est chef suprême des armées, comment en arrive-t-on à se faire déposer aussi facilement par quelques officiers? Mais je pense qu'aujourd'hui, si on ressent un peu le débat en matière de sécurité où j'interviens aujourd'hui, je pense que la séparation des pouvoirs en Afrique, parce qu'on a l'impression que le régime Mugabe est adossé au régime militaire. Et aujourd'hui, si un chef d'état-major aujourd'hui décide de descendre un président, c'est qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème au niveau, nous, des peuples africains, pour savoir est-ce que les militaires sont là en tant qu'arbitres pour descendre les chefs d'État quand ils ne sont pas d'accord, ou les chefs d'État sont obligés de s'allier à l'armée pour mater leur population, pour instaurer leur domination sur toute l'étendue du territoire. Moi, je dis non. Aujourd'hui, Robert Mugabe est descendu par son armée parce qu'il n'est plus en âge de pouvoir gouverner ce pays. Mais ça veut dire qu'il n'a pas su fidéliser non plus son chef d'état-major. Je pense qu'il a fidélisé son chef d'état-major, comme le précédent intervenant l'a dit. Nous arrivons aujourd'hui à la succession du partage du pouvoir. Donc, on a deux camps qui se mettent en branle, si on peut utiliser. Oui. La femme du président et les compagnons de lutte depuis l'indépendance. Aujourd'hui. M. Mugabe, comme l'a dit, depuis à 93 ans, est-ce qu'il a succombé au chant des sirènes sur l'oreiller de sa femme pour balayer son vice-président? Oui. C'est l'hypothèse qu'on peut dire. Oui. Et voyons le coup venir de vice-président en tant que homme de main, de l'ombre, et comme on l'appelait, le crocodile, et ayant dans l'armée toutes ces ramifications qui a fait le sale boulot depuis des années, voyant la situation lui échapper, a décidé de prendre l'offensive et de couper l'herbe sous les pieds de sa femme et non sur la tête du président, parce qu'on sait très bien que Robert Mugabe, de par son âge, de par les actes qu'il a posés, de l'estime que la sous-région a pour lui et l'Afrique du Sud, qui joue vraiment un rôle très influent sur ces peuples-là, ont dû
au travers des ficelles, demander que l'accompagnement vers la sortie se fasse de façon plus douce, plus noble, parce qu'en Afrique, dans nos mœurs et coutumes, un homme de cet âge-là ne doit pas être bousculé, doit être accompagné tout gentiment pour les actes qu'il a posés. C'est ce à quoi on assiste, vous pensez? Je pense que c'est ce à quoi on assiste et que cette apparition de Mugabe aujourd'hui sur les médias ne font que rassurer les populations pour ne pas tomber dans des spéculations et engager l'étincelle qui va mettre le feu aux poules, parce que nous avons déjà vu ces genres de trucs de par l'Afrique avec des incidents aussi graves. Jean-Bernard Bekim, avant justement d'imaginer la fin, enfin l'épilogue de cette crise que traverse le Zimbabwe, examinons la question relative à Emmerson Mnangagwa, le vice-président. Il a été le chef du puissant service de renseignement, il a été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, il a tout été au Zimbabwe. En le limogeant, le président Robert Mugabe ne savait pas qu'il avait des accointances fortes avec des officiers de l'armée. Il a sous-estimé son influence dans le pays. Peut-on dire? Je vais utiliser une litote qu'avait utilisée Sankara, père son âme. Sankara avait dit aux gens qui lui disaient, écoutez, Blaise Compaoré est en train de monter en coup d'État. Il leur a dit la chose suivante. Au moment où vous penserez qu'il est en train de monter en coup d'État, il serait trop tard. Nous sommes pratiquement dans le même cas de figure, avec une nuance plus forte. Je vais rebondir sur les questions de sécurité. Sauf que la femme de Sankara ne voulait pas la peau de Blaise Compaoré. Sur les questions de sécurité, nous avons là une faille terrible dans l'organisation de nos armées. D'accord. L'égalité des armes manque dans toutes les armées africaines. C'est quoi l'égalité des armes? Vous avez aujourd'hui dans l'armée plusieurs corps. Or, l'idée qui l'emporte, c'est le schéma colonial. Et c'est quoi le schéma colonial? C'est d'avoir une minorité de proches capables d'aller au feu pour vous. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire la chose suivante. S'il vous plaît, très rapidement. Vous vous coupez des équilibres qui requièrent normalement l'organisation de défense d'une part, et d'autre part, des contre-mesures que vous pouvez mettre en place au cas où le contrôle vous échappe à un moment précis. Oui. C'est plutôt ces différents corps d'armes, ces différentes armes qui se neutralisent. Dans tous les pays africains, sauf l'Afrique du Sud et l'Angola, vous êtes confrontés à cette difficulté. Sauf que l'aspect militaire qui est avec nous, c'est très intéressant d'aborder avec vous justement la question des équilibres que pose Jean-Bernard Bekim. Quand des chars ont bloqué l'accès à la présidence et aux différentes institutions du pays, pourquoi les militaires et les officiers, on sait qu'il y en a beaucoup, qui sont fidèles à Grace Mugabe, ne sont pas intervenus? Pourquoi il n'y a pas eu affrontement? Mais parce qu'on revient toujours à l'équilibre des forces. Parce qu'on se rend compte que si vous prenez le Burkina Faso, on avait une unité spéciale qui était dédiée au président de la République. Si vous prenez le Cameroun, on a le bataillon d'intervention aujourd'hui qui est dédié à Paul Biya. Si vous prenez au temps de la crise en Côte d'Ivoire, on avait la garde républicaine, la garde présidentielle qui était rebaptisée en garde républicaine, qui était à la solde de ces partis qui étaient où 80% souvent des budgets alloués à l'armée étaient dédiés à équiper ces forces-là qui étaient à la solde de ces chefs d'État-là. Et lorsque ce chef d'État faillit, automatiquement, c'est cette unité-là qui a la capacité de pouvoir se projeter, aujourd'hui soutenir des candidats civils ou militaires pour instaurer encore cette domination. Aujourd'hui, je pense que les budgets ou la vision que nous devons avoir en Afrique, c'est de dire nous devons avoir des contre-pouvoirs au niveau de l'armée, on doit avoir aussi au niveau politicien des opposants qui ne sont pas, excusez-moi, des opposants alimentaires, c'est-à-dire qui veulent arriver, prendre le pouvoir, non pas pour changer les conditions de vie des populations, que de régler les problèmes personnels ou qui sont à la solde ou monter, tirer des ficelles par les Occidentaux, tout simplement pour les richesses et les matières premières de ces pays-là. Semaporo, le président Robert Mugabe l'a déjà dit, je ne démissionne pas. Que va-t-il se passer maintenant s'il ne démissionne pas? Pendant combien de temps cette situation va-t-elle durer? Le pourparler se poursuit. Il y a aussi un facteur très inquiétant, le retour de M. Emmerson au pays. Le vice-président. Dès lors où il a été démis de ses fonctions,
c'est pour dire que non, le président Mugabe n'a pas la main sur le pays et sur tout le système. Le monsieur a réussi à partir en Chine. Comment il a fait pour partir? Il n'a pas su. Et il est revenu. Dès lors où les tensions ont commencé, comment il a fait pour revenir? Et il est où en ce moment? Quel rôle il joue dans ces négociations en tant que tel? Est-ce qu'il traite avec ses militaires directement de manière à ce qu'ils soient son vis-à-vis? Ils discutent en son nom. Alors, que va-t-il se passer? Là, c'est l'incertitude totale. Mais ce qui est sûr, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas brusquer le vieux. Alors, ils sont obligés de gérer. Les évolutions dans les heures à venir nous dira un peu plus, parce que là, actuellement, personne ne peut maîtriser ce qui se développe en ce moment sur le terrain. Effectivement, ce jeudi a eu lieu une réunion à Gaborone, au Botswana, une réunion convoquée par le président sud-africain Jacob Zuma, président en exercice de la SADC, la communauté du développement de l'Afrique australe. Une autre réunion est prévue dans les jours à venir. On verra évidemment comment sera donc la suite de cette crise politique que traverse le Zimbabwe. Mais des condamnations, il y en a eu. Je propose qu'on marque une courte pause et qu'on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.